Quelle attitude adopter pour préserver les acquis de l'alternance? Une thématique qui vous sera développée dans cette émission Décryptage par notre invité de ce jour. Il s'appelle Thierry Moussenepo, qui est cadre de CCU et allié. Bienvenue, monsieur Thierry. Merci. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes cadre de CCU et aussi cadre aussi de FCC. Est-ce qu'on peut aussi dire que vous êtes cadre de FCC Cash? Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans une coalition qui est en train de gérer le pays. On ne peut pas se départir du cash, qui est un partenaire politique et partenaire de gestion important. C'est comme à l'époque, rappelez-vous, ce qu'il y avait entre l'alliance de la majorité présidentielle et le PALU. C'était un binôme qui a permis à ce pays de pouvoir atteindre des objectifs économiques importants. Mais il y a trop de clashs entre vous. Comme la semaine dernière, donc, le vice-premier ministre de la Justice, Tundaya Kasenda, et le ministre des Affaires foncières, Sakombi, donc il s'est réglé les comptes sur la place publique, sur les réseaux sociaux, PPRD, UDPS, Kabouya, Chadari, tout ça. On ne sent pas que la mayonnaise n'est pas encore prise. Non, mais d'abord, il faut savoir une chose, c'est que dans l'exercice du métier de ministre, il est important qu'à des moments, il y ait des fixations de points de vue par voie épistolaire. Les lettres qui ont été écrites, d'une part par le vice-premier ministre et ministre de la Justice, et d'autre part par le ministre des Affaires foncières, c'est des lettres pour se fixer par rapport à un dossier. Le problème, c'est justement se mettre en tête que c'est le cash et le FCC qui se battent. Non, c'est deux ministres qui sont en train de fixer les points par rapport à un dossier X. Lorsque le gouvernement était purement majorité présidentielle, sous, par exemple, le Premier ministre Matata Ponyo, il était aussi question de ce genre de lettres entre ministres. Ça n'a rien à voir avec une guerre entre FCC et Cash. C'est des choses qui existent partout dans le monde. Il y a des dossiers sur lesquels les ministres de différents secteurs, lorsqu'ils ont des approches différentes, qui sont en train de se fixer par rapport à des lettres. C'est une voie tout à fait normale et ça n'a rien à voir avec une guerre. Maintenant, lorsque vous dites qu'il y a eu une guerre entre le secrétaire général Kabouya et le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, je ne vois pas de guerre. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari a eu à émettre un point de vue de son parti politique. Nous sommes en démocratie. On ne peut pas interdire à un parti politique, de dire que tel ou tel autre individu sera son candidat pour X moment. On ne peut pas interdire à un parti politique de condamner certains actes de violence pour dire que c'est des actes perpétrés par des milices. Mais écoutez, le siège du PPRD a été brûlé. Par qui? Justement, les enquêtes sont en train de se poursuivre. Et le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari n'a jamais indexé un parti politique de manière précise. Il a parlé d'une milice. Taxer les autres des partis milices? Non, il a dit que c'est ce genre d'actes, et il n'a pas tort, ne peuvent être perpétrés que par des partis milices. A-t-il parlé de l'UDPS? Il n'a pas cité UDPS. A-t-il parlé du MLC ou d'un autre parti? Alors, il faut éviter ce qu'on dit en français, que celui qui se sent morveux se mouche. C'est ça le problème. Et pourquoi déjà aujourd'hui on commence à projeter vers 2023 alors qu'il y a encore 4 ans que vous devez co-gérer ensemble la République démocratique du Congo, mais vous ne voyez pas que c'est une fuite en avance? Non, mais il y a un différentiel. C'est qu'il y a une vie politique, c'est-à-dire que les militants des partis politiques ont une attitude à adopter en vue de challenges qui pointent à l'horizon, notamment les élections de 2023, et il y a la res publica et sa gestion qui se fait au travers des fonctionnaires de l'État, les ministres, qui aujourd'hui sont en train de travailler. Donc il ne faut pas interdire à la CCU, par exemple, autour de Lambert Mende, de réfléchir sur 2023. Mais nous n'allons pas imposer cela à notre ministre des Droits humains, Maître André Litté, de commencer à faire le militantisme avec nous. Donc c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la gestion de la chose publique et les affaires politiques telles que nous menons, telles que nous concevons. Parce que je vous informe aussi que pour ce qui concerne la CCU, le député Mende est rentré d'un périple aux États-Unis, où il a été invité par ses collègues du Congrès. Nous sommes en train de nous préparer par rapport à un congrès du parti. Et tenez-vous bien, nous allons aussi prendre
les dispositions par rapport à 2023. Donc tout ça, c'est un vent. Donc ça commence avec le PPRD, faisant partie du FCC. C'est comme si c'est tous les partis du FCC qui vont faire leur évaluation. Non, ça a commencé avec le vœu de l'autorité morale du FCC qui a demandé à ce que nous puissions nous remettre en question. Mais écoutez, il ne faut pas oublier que nous avons perdu une élection, l'élection présidentielle. Même si le peuple a voulu nous donner une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous avons perdu l'élection présidentielle. Nous tous qui faisons partie de la mayonnaise FCC, il est important que nous puissions à un moment de façon singulière se remettre en question. Et au moment venu, nous allons remonter cette remise en question jusqu'au niveau du sommet de l'iceberg, c'est-à-dire notre plateforme politique qui est le FCC, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on échoue et qu'est-ce qu'il faut faire pour que prochainement nous ne puissions pas échouer. Et cette remise en question, parce qu'on s'attendait, lorsqu'on parle des remises en question, il y a certains animateurs qui devaient normalement être échangés. Vous envisagez aussi, non, qui est quand même le changement à la tête du FCC ou à la tête des partis politiques. Vous savez, dans certains partis politiques ailleurs, lorsqu'il y a un échec aux élections, ils envisagent le changement à la tête. Est-ce que ça sera aussi le cas pour le FCC, aussi pour votre parti? Je ne peux pas parler au nom du FCC dans la mesure où le fonctionnement du FCC en tant que plateforme n'est pas le même que celui des partis politiques. Mais en ce qui concerne la CCU, par exemple, les instances dirigeantes sont tenues par des personnalités qui, au regard de nos statuts et règlements intérieurs, sont choisies par le Congrès. Et lors de notre dernier congrès, il a été décidé que l'honorable Lambert Mende serait l'autorité morale, qu'Omer Moussoanza serait le président national et Dieu merci Mutombo, secrétaire général. Il faut qu'il y ait un autre congrès, à moins que durant leur parcours, ils aient eu à briser certains termes de référence de nos statuts, de notre règlement d'ordre intérieur. Mais si ça n'a pas été le cas, il n'est donc pas important à l'instant de pouvoir commencer à parler de changement. Donc au moment venu, lorsque les congrès vont se tenir, la base va dire qu'il faut qu'on s'oriente de telle manière ou de telle autre manière et nous n'aurons pas de choix, nous en tant que responsables, d'aller dans le sens de ce que la base dira. Puisque nous parlons de 2023, CCU est allié aussi à un candidat pour 2023. Je venais de vous le dire que cela dépend de ce que la base va décider et la base, selon les statuts de notre parti, a sa façon de le faire, c'est par rapport à un congrès et nous allons décider en ce moment-là. Mais pour nous, nous pensons vraiment qu'il est important que nous puissions nous restructurer, que nous puissions nous poser des questions sur ce qu'a été nos forces ou nos échecs. C'est important de faire une évaluation, une autocritique, mais il ne faut pas non plus que nous puissions oublier le fait que pour l'instant, il faudrait que nous puissions accompagner les nôtres qui sont dans la gestion de la chose publique. Cet accompagnement doit se faire d'une part par des critiques constructives, mais d'autre part par des appuis en termes de communication, en termes de vulgarisation des actions qui sont menées par ce gouvernement qui est conduite par le Premier ministre Ilunga Kamba et qui a des personnalités venant de CASH ou de FCC qui sont des personnes valables et qui sont au premier abord, ce que nous constatons, des gens qui ont le souci de travailler pour le pays. Est-ce que la coalition FCC-CASH, vous étiez vraiment préparé à pouvoir demeurer ensemble? Est-ce que vous êtes aussi, vous vous sentez bien avec les gens du CASH? Il y a un élément principal qui est un élément idéologique. Cette idéologie se base sur un socialisme fort. Et je pense que l'UDPS, l'UNC et les partis qui sont avec le président Joseph Kabila sont dans un socialisme de progression pour essayer de faire décoller le pays. Cette base idéologique est le socle de cette alliance. Cet amour du pays que nous avons tous, rappelez-vous, que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a démontré à plusieurs occasions qu'il était prêt à donner sa vie pour le pays, pour que ce pays puisse rester uni, pour que ce pays puisse rester dans son état actuel. Et c'est le même vœu lorsque vous suivez les propos et les agissements du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est pratiquement la même chose. Donc ça veut dire que nous avons la chance, nous en tant que Congolais, d'avoir une succession au niveau du sommet de l'État des personnalités qui ont un amour sévère du pays. Il faudrait maintenant que cet amour puisse se démontrer. Se démontrer comment? Par le travail, par la continuité, comme vous avez dit dans votre annonce, des acquis qui ont été les nôtres, non seulement depuis 2001, mais depuis que nous avons eu l'indépendance,
il est important que nous puissions consolider ce que nous avons et continuer vers l'émergence qui est un cap que nous nous sommes fixés, un rendez-vous avec le peuple congolais pour 2030. Voilà, pour 2030. Aujourd'hui, parce que l'on se rend compte qu'il y a l'incompréhension au niveau des différentes bases, vous n'envisagez pas dans l'avenir qu'il y ait la rencontre des différentes bases, base FCC, base cash, pour quand même se parler. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, il n'y a pas de problème au niveau de deux leaders, mais le problème réside beaucoup plus au niveau des différentes bases. Non, moi je ne vois pas de problème au niveau des différentes bases, parce que le fait même qu'il existe aujourd'hui une alliance FCC-Cash, ça a été le vœu de nos différentes bases. La base des partis politiques et regroupements du FCC et la base des partis et regroupements du Cash. Il y a eu ce vœu-là. Maintenant, pris individuellement, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette alliance. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait démocratique. Mais est-ce qu'il faudrait que nous puissions prendre ces singularités pour de la généralité? Je dirais que non. Il ne faudrait pas non plus oublier le fait que nous avons et nous continuons à avoir les mêmes ennemis que nous avions hier, c'est-à-dire ces turiféraires des néocolonialistes qui cherchent à démanteler l'appareil de l'État, qui voient aujourd'hui que le Congo est en train de continuer sa marche vers l'émergence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de briser cette alliance qui existe. Alors qu'est-ce que l'on fait? On s'introduit à X regroupement ou Y regroupement pour faire porter des chapeaux. Ce n'est pas pour rien que certains hauts cadres du FCC ont compris que c'est des miliciens de certains partis politiques qui sont allés détruire le siège du PPRD. Pourquoi? Parce que facilement, on pointerait le doigt sur l'UDPS pour essayer de briser cette alliance que nous avons. C'est ça le problème. Et s'il faut prendre maintenant ces éléments-là et faire habiller ça à l'alliance FCC-Cash et dire que par ça, faire une analogie et arriver à la conclusion qu'il est clair que l'alliance ne marche pas, c'est une fausseté. C'est une fausseté. Mais pourquoi aujourd'hui, certaines choses, vous ne vous dites pas des vérités? Quelle chose, par exemple? Quelle vérité? Vous ne vérité? dites pas des vérités, mais donc vous voulez accuser les autres de pouvoir envenimer la situation, parce qu'on sent que par rapport à vos détracteurs, c'est que le mariage n'est pas encore vraiment scellé entre le FCC-Cash. Il y a toujours des agitations de part et d'autre. Non, je pense que la vérité se dit. La vérité, on n'a même pas besoin de le dire. La vérité est connue du peuple congolais. Regardez, parlons, je vous donne un exemple sur la question de la gratuité de l'enseignement. Le peuple congolais sait que c'est par le vœu d'un projet de constitution qui a été soumis à référendum et que le peuple congolais a plébiscité, qui a coulé l'obligation de la gratuité de l'enseignement. Mais rappelez-vous que lorsque cette constitution a été adoptée par voie référendaire par le peuple congolais, les moyens financiers, la situation économique et sociale du pays ne permettaient pas à ce que le trésor public puisse endosser cette dépense en plus de ce qu'il y avait déjà d'urgence, tel que finaliser la guerre dans la partie Est, tel que donner des infrastructures de base importantes à notre pays. Il a donc été question de pouvoir consolider d'abord la situation économique et sociale pour arriver à créer un socle qui permettrait d'exécuter cela. C'est la même chose avec la division de 11 à 26 provinces. Ça a été déjà adopté dans la Constitution, mais rappelez-vous, c'est en 2015 que cela a été rendu possible parce que les moyens ne l'ont permis qu'en ce moment-là. Mais la volonté politique pour y arriver était là. Les moyens, les lois, tout ce qui pouvait accompagner la réalisation de ce projet en 2015 ont été là et ont permis à ce que le point culminant se passe en 2015. Maintenant, aujourd'hui, dire que la paternité de la gratuité de l'enseignement est au président de la République et au président honoraire Joseph Kabila et au peuple congolais, c'est des discussions stériles. Pourquoi? Parce que le peuple congolais sait pertinemment que la gratuité de l'enseignement a été son vœu qui a été mis dans la Constitution et qu'il y a eu un président, Joseph Kabila, qui a consolidé la situation macroéconomique du pays, qui a permis à ce qu'il y ait le moule de la réalisation de cette gratuité qui a été matérialisée par la volonté politique du président Félix Tshisekedi. Il y a ça et c'est la réalité, le peuple congolais le sait. Maintenant, continuer à épiloguer sur ça, ça sera comme épiloguer sur la poule et l'œuf qui est venu avant, c'est ridicule. 10 milliards comme les budgets
comme budget qui sera certainement entériné par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'avec ces budgets, l'on saura résoudre tous les problèmes que connaissent actuellement la République démocratique du Congo? Bien entendu que non. Pour que le Congo puisse se développer à un plan tel que ça nous permettrait d'arriver à un point d'émergence en 2030, il faudrait un budget d'à peu près 35 milliards l'an. Malheureusement, nous en sommes encore à 10 milliards. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même un grand pas. Rappelez-vous qu'il y a très peu de temps, nous étions encore à 5 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les réformes qui ont été portées, qui ont été matérialisées, sont en train de permettre petit à petit à ce que l'État puisse engranger le plus de moyens possible. Mais cela est possible que nous puissions aller au-delà. Mais d'abord, il faut mobiliser ces 10 milliards. Pour les mobiliser, il faut mettre un stop à la corruption et au coulage des recettes publiques. Cela a été dit dans un grand forum qui a été tenu ici, où à l'époque le Conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption a dit qu'il y avait à peu près 20 milliards de dollars par an qui échappaient à l'assiette fiscale et parafiscale de notre pays. Il est donc important que nous puissions combattre le premier ennemi de notre mobilisation de recettes, qu'est la corruption. Et cela peut se faire par des mesures très sévères en ce qui concerne l'impunité et aussi par une modernisation de l'administration publique qui permettrait que les partages des informations par des moyens d'éthique, c'est-à-dire des technologies de l'informatique et de l'information et de la communication, puissent permettre à ce que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, si Télé 50 verse ses frais de redevance annuels au niveau des pétentiques pour la fréquence et au niveau du ministère de la Communication et des Médias pour son récépissé, qu'à la minute qui suit, la DGRAD soit au courant, que le ministère, le secrétariat général du ministère de la Communication et des Médias et des pétentiques soit au courant, que les services d'assiette, différents services d'assiette puissent être au courant. Cette traçabilité va éviter à ce qu'il y ait des évasions. Voilà, mais vous avez parlé de l'impunité, vous n'avez pas parlé aussi de la réduction des trains de vie des institutions. Aujourd'hui, par exemple, la présidence, trop de voyages et tout ça, ça va aussi saigner les finances publiques. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a trop de la voyages, réduction de train de vie des institutions, c'est par rapport aux frais de fonctionnement et tout ce qui suit. Et j'ai beaucoup apprécié dernièrement l'honorable Delis Esanga qui est passé sur Radio Okapi, qui a parlé d'une réduction des émoluments des députés nationaux. C'est une très bonne idée dans la mesure où ce gap qui va être dégagé puisse servir notamment à renforcer le salaire des magistrats parce que ce sont eux justement la fleur de sel de la lutte contre la corruption. Maintenant, en ce qui concerne les voyages du chef de l'État, j'entends aussi les gens épiloguer là-dessus. Vous devez savoir que constitutionnellement parlé, la question de la diplomatie est de l'apanage du président de la République. Le choix qu'il fait de porter cette diplomatie par lui-même ou par un ministre des Affaires étrangères est de sa propre liberté. Il a donc été choisi par le président Félix Tshisekedi de pouvoir lui-même porter la diplomatie de son pays, dans le sens des recherches des marchés, des recherches des financements pour différents projets d'investissement. Il y a une ministre chargée. Justement, il est comme ça des présidents de la République qui préfèrent eux-mêmes être des globetrotters pour trouver des solutions au pays, et d'autres qui préfèrent se reposer sur leur ministre des Affaires étrangères, comme ça a été le cas du président du président honoraire Joseph Kabila, comme ça a été le cas du président rwandais avec Madame Mishikiwabo, mais comme aussi ça a été le cas, par exemple, du président Rajoelina de Madagascar, qui à l'époque a effectué énormément de voyages et qui ont permis quand même à cette île continent de pouvoir évoluer sur le plan de ce que les gens avaient de sa perception et de sa façon de gérer. Il ne faut pas oublier que nous avons souffert d'un problème plus important encore que la corruption, c'est le Congo bashing. C'est-à-dire dans tous les salons, dans le monde entier, il a été question de salir le Congo. Nous avons été peints comme un pays de corruption, de viol des femmes, de la guerre, des tueries, de non-respect des droits de l'homme, tout ce qu'il y a de mauvais. Or, ça comme conséquence, c'est que les investisseurs ne peuvent pas venir injecter leur patrimoine, leur argent dans notre économie. Et dans le monde entier, vous savez qu'aujourd'hui, l'économie ne peut être développée ou ne peut être ramenée en haut que grâce à des injections des capitaux qui viennent du secteur privé. Or, avec le Congo bashing, l'idée c'était
de casser cet élan. Nous sommes donc arrivés à ce point parce qu'il y a des compatriotes qui ont comploté avec les néocolonialistes pour qu'on en arrive à une situation où le Congo était mal vu dans le monde entier. Alors il fallait d'abord commencer, tout en combattant les causes endogènes de notre situation de marasme économique, mais aussi combattre les causes exogènes. Et parmi les causes exogènes, c'est le Congo bashing. Donc, à mon humble avis, je crois que c'est important que le premier citoyen de la République puisse lui-même aller rassurer dans différents salons que le Congo, ce n'est pas tout ce qui a été dit, encore que dans sa délégation d'aujourd'hui, il y a de ceux qui hier faisaient partie de ce Congo bashing. Alors lorsqu'ils reviennent aujourd'hui pour dire que le Congo, ce n'est pas ce que vous pensez, le Congo, c'est une terre d'avenir, c'est un pays où vous pouvez investir et gagner votre argent, où l'État vous protège, où les lois vous permettent de créer votre société rapidement, voilà des choses qui peuvent aujourd'hui encourager une diplomatie portée par le président de la République lui-même. On vous sent vraiment défenseur de la coalition FCC-CACH. Vous êtes à l'aise aujourd'hui parce que vous étiez cité parmi les ministrables, mais votre nom n'a pas été retenu. Vous êtes à l'aise, sentez-vous à l'aise de continuer toujours à défendre la coalition FCC-CACH, quand bien même il y aura la liste des mandataires publiés, de continuer toujours? Il y a trois choses à savoir. La première, c'est que la lutte politique, lorsqu'elle est basée sur le fait d'être spécifiquement ministre ou mandataire public, est une lutte perdue d'avance. La lutte doit être motivée par le fait de l'atteinte des objectifs. D'abord pour un groupe, ensuite pour un plus grand groupe qu'on appelle le pays. Et cela, c'est l'émergence et tout ce qui va avec. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre les spéculations qui se passent dans les réseaux sociaux, où des gens se réveillant un matin cogitent et font leur propre liste des membres du gouvernement, et le vœu des responsables politiques que nous sommes, qui cogitent et réfléchissent aussi des personnes qui doivent nous représenter. Et je pense que troisièmement, il est important de savoir qu'en ce qui concerne l'alliance CCU et Alliés, nous avons souhaité de repartir les postes de responsabilité selon les résultats que nous avons eus aux élections. Et il ne faut pas qu'on se trompe, le Haut-Touélé et le Sankuru ont été les deux provinces qui nous ont donné suffisamment de sièges au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il était donc important que l'un des fils de ces deux provinces puisse aller représenter le parti au niveau de l'exécutif. C'est le cas de Maître André Litté. Donc, je sais et je vous remercie pour le souci que vous avez du positionnement de votre frère que je suis, mais sachez que d'une part, la motivation que nous avons, c'est par rapport à notre pays, et deuxièmement, soyez tranquilles, ça viendra. Voilà, ça viendra. Merci fidèles téléspectateurs, ça n'est fini avec décryptage. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.